Mes chers collègues, après 6 mois de travaux, nous achevons cette semaine les auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous recevons ce midi M. Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du Paris Saint-Germain, et M. Victoriano Melero, secrétaire général du Paris Saint-Germain. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation avec le rapporteur Cédric Roussel pour cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Comme chacun le sait, le Paris Saint-Germain est un acteur majeur du sport professionnel en France. Vos différentes équipes connaissent des succès sur le plan national et international, et en particulier, bien sûr, l'équipe de football masculin. Votre point de vue sera donc précieux concernant l'état du sport professionnel français, autant sur ses difficultés que sur les opportunités qui s'offrent à nous pour les années à venir. S'agissant des droits de diffusion, le PSG est également dans une situation particulière, du fait de ses liens avec la société beIN Sport. Peut-être pourrez-vous, si vous le voulez bien, revenir sur cette particularité et sur les conséquences sur le fonctionnement de la Ligue professionnelle de football, ainsi que sur le rôle que vous y occupez. Sans plus attendre, je vous laisse la parole pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes, qui sera suivi d'un échange de questions-réponses, en particulier avec notre rapporteur Cédric Roussel, pour cette mission d'information. Monsieur Jean-Claude Blanc. Bonjour messieurs, c'est un plaisir d'être devant la représentation nationale pour répondre à vos questions. Le sujet du jour étant les droits télé, je me permettrai de concentrer mon intervention sur ce sujet-là. Le Paris Saint-Germain, vous le savez, depuis 10 ans est un acteur majeur et le moteur économique de la Ligue de football. Il a pour l'ambition de créer à Paris, autour de football, une marque mondiale de sport. Et pour cela, nous avons mis en place un modèle économique qui tente à développer l'ensemble des revenus traditionnels du club et d'innover chaque fois que cela est possible pour augmenter encore ses revenus. Les droits télé sont un élément important de cette stratégie, puisque tant sur le territoire national qu'à l'international, le rayonnement et l'impact du Paris Saint-Germain, de par ses performances sportives sur le terrain et de par la marque et l'aura qu'il a pris depuis ces 10 dernières années et le nombre de trophées remportés, font que sur les critères de répartition des droits télé qui sont négociés entre les clubs à la Ligue, le Paris Saint-Germain coche régulièrement l'ensemble des cases et finit en général non seulement premier du classement de Ligue 1, mais aussi comme recevant la plus grosse contribution distribuée par les droits télé, une fois que la partie brute a été retraitée des différents prélèvements, appelons-les comme cela, et que la partie nette est répartie entre les clubs. Ces montants sont importants, ils ont été en progression, vous le savez, ces dernières années, et l'impact de la difficulté et du retrait de Mediapro a créé, pour parler assez directement des chiffres, un impact annuel entre ce qui était avant Mediapro et l'impact supplémentaire apporté par Mediapro et le fait de repartir dans un cycle avec des diffuseurs différents sur des montants inférieurs. Eh bien, l'impact de la perte de Mediapro signifie pour le Paris Saint-Germain, sur une base annuelle, une perte d'environ 30 millions d'euros qui, sur la durée du contrat Mediapro qui aurait dû être en place pour 4 années, fait une perte d'opportunité du Paris Saint-Germain d'environ 120 millions d'euros sur les 4 années qu'aurait dû durer ce contrat. L'agilité et, on va dire, la performance des équipes commerciales du club nous ont permis de compenser une partie de ces pertes en étant extrêmement agiles et en développant des revenus alternatifs. Cependant, comme l'ensemble des clubs, et peut-être comme de manière la plus importante, le Paris Saint-Germain a été largement impacté par l'échec de ce contrat et du fait qu'il disparaisse dès sa première année.
Le Paris Saint-Germain a cette ambition, comme je l'ai dit, de construire une marque mondiale de sport dans la durée, a donc développé des revenus traditionnels du club à partir de son stade, sur les revenus du Parc des Princes, sur la partie hospitalité, en accueillant de nombreuses entreprises et en développant des capacités d'accueil importantes depuis 10 ans maintenant, mais aussi sur la partie partenariat, sponsoring, en étant attentif sur l'innovation et sur ce que les nouveaux entrants sur le marché du sport, sur la partie NFTs, pouvaient apporter aussi auprès de grandes franchises de sport mondial. Donc pour terminer cette introduction, bien entendu, étant en charge de la planification à moyen long terme du club, nous regardons avec beaucoup d'attention l'évolution de ces contrats de télévision, tant en France qu'à l'international, et essayons collectivement avec les autres clubs au sein de la Ligue de regarder comment le football français peut construire un modèle différent, peut-être avec ce projet de société commerciale qui a dû être évoqué auprès de vous, qui devrait permettre de concentrer les actifs commerciaux collectifs des clubs et d'envisager assez rapidement finalement, si on considère que l'après-Média Pro et le nouvel équilibre avec ce contrat Canal+, beIN Sport et Amazon, qu'est-ce que sera le prochain cycle? Et ce prochain cycle, il faut finalement le décider assez vite, en tout cas dans sa structure, quelle sera la structure qui accueillera ses droits et quelle stratégie pour développer ses revenus. Nous participerons, comme nous l'avons toujours fait, pour tirer vers le haut le football français, pour tirer vers le haut l'ensemble des clubs et de la Ligue 1, tant en France qu'à l'international, par les grands joueurs que nous sommes capables d'amener, et par aussi, effet indirect, on s'éloigne un peu des droits télé, mais par le fait que le Paris Saint-Germain, au-delà de tirer les droits télé vers le haut pour la collectivité, développe aussi des revenus conséquents pour tous les clubs dans les stades, puisque nous nous déplaçons à 100% dans des stades toujours pleins, avec un effet significatif sur les recettes billetterie des clubs et hospitalité partout où nous nous déplaçons. Donc au-delà d'être performant chez nous au Parc des Princes, je crois que si on cumulait les revenus stades générés par le Paris Saint-Germain pour la Ligue 1 depuis 10 ans, on arriverait à des sommes significatives pour l'ensemble des clubs. On est heureux de le faire parce que ça nous permet de nourrir l'ensemble du système et de jouer collectivement encore une fois. Alors, je confirme l'affluence dans les stades dès que le PSG se déplace, une petite exception près dimanche dernier, mais qui n'est pas du fait du PSG, bien évidemment, et du spectacle sportif auquel nous avons assisté au stade Geoffroy Guichard, et qui était dû tout simplement à la fermeture des deux COP sud et nord. Il y avait un peu moins d'ambiance. Enfin, en tout cas, le match a été très, très sympathique à regarder. Vous êtes un des clubs, bien évidemment, majeurs, à la fois dans la ligue professionnelle de football en France, mais bien évidemment aussi sur le plan européen, sur le plan international. Vous dites, notre objectif, c'est une marque mondiale qui est déjà bien installée dans un objectif de moyen terme et de long terme. Quand en 2018, le club, le PSG, participe donc au conseil d'administration et que sont présentées les différentes hypothèses et que ensuite l'appel d'offres conduit Mediapro à effectivement s'adjuger pour une augmentation de 60% des droits, les droits télévisuels de la diffusion de Ligue 1 et une bonne partie de Ligue 2. Quelle a été à ce moment-là la réaction du club quand Mediapro a fait défaut aussi rapidement? Est-ce que vous y attendiez? Est-ce que vous avez été surpris? Beaucoup des interlocuteurs que nous croisons, avec qui nous échangeons ces dernières semaines, à Londres, à Madrid, à Munich, à Bruxelles, bientôt à Rome, nous disent qu'ils n'ont pas été surpris de ce qui s'est passé avec Mediapro, connaissant son métier de base et ce qu'il est venu faire dans le championnat. Est-ce que ça fait l'objet de votre discussion et quel a été, par rapport à Mediapro, je dirais, en 2018,
tout simplement la position du PSG au sein du conseil d'administration de la LFP. Il faut rappeler que le process d'attribution des droits télé se fait dans le cadre d'une commission au sein de la Ligue, à laquelle le Paris Saint-Germain ne participe pas, du fait on va dire, du partenariat que nous avons avec beIN Sport en tant qu'un de nos partenaires sponsoring du club, et puis de la proximité que nous pourrions avoir avec beIN Sport, même si le Chinese Wall existe dans nos activités, mais à titre de précaution, nous avons dès le départ signalé à la Ligue que nous ne souhaitions pas être bien sûr partie prenante de ces réflexions, de l'analyse des appels d'offres et de la décision finale, bien sûr, à part le vote. Pour répondre à votre question, surprise, bien entendu qu'il y a une surprise d'une défaillance aussi rapide, parce que si des doutes pouvaient exister, mais la Ligue avait rassuré, la direction générale de la Ligue, les avocats de la Ligue avaient rassuré sur la solidité du partenaire choisi et du partenaire Mediapro, puisque des questions avaient été posées. Et donc le niveau d'assurance qui avait été donné par la Ligue avait suffi au club pour valider et voter favorablement sur ce choix de partenaire. On peut rappeler aussi que l'appétence pour ce nouveau contrat a sans doute conduit les clubs et la Ligue à peut-être interrompre et ne pas reprendre le championnat précédent arrêté à cause du Covid, avec la perspective de dire finalement on va préparer un terrain de jeu assez propre, avec un championnat qui s'est achevé au mois de mars, qui ne reprendra pas en juin-juillet, parce qu'il y a ce nouveau partenaire qui arrive avec des ressources importantes, et je pense qu'un impact, au-delà de la perte de chiffre d'affaires avec la disparition de Mediapro et son remplacement d'abord par Canal+, puis par ce nouvel appel d'offres, il y a un effet induit qui n'est pas neutre, qui a sans doute conduit la Ligue et les clubs à se dire à un moment donné, on s'arrête et on ne reprend pas. Alors qu'un choix différent aurait pu être défendu, même si le gouvernement a donné des injonctions assez fortes. Il était possible, à un moment où les autres championnats reprenaient, de reprendre ce cas et de reprendre langue et de développer un argument différent. Je pense que la perspective du contrat Mediapro a finalement tué cette possibilité dans la tête de pas mal de présidents de clubs, alors même que nous étions, nous, assez partants au Paris Saint-Germain pour reprendre et poursuivre, compte tenu des hauts niveaux de revenus qui étaient liés à une reprise du championnat. Donc surprise, parce que si l'ampleur de l'engagement financier pris par Mediapro pouvait soulever des questions, en tout cas le fait que ça se délite aussi rapidement, je pense que après coup certains peuvent dire je l'avais vu venir, je pense que pas grand monde l'avait vu venir, et donc pour répondre à votre question avec une longue réponse, oui, pas mal de surprises quand même de voir un acteur important défaillir aussi rapidement. On pouvait penser qu'une saison complète aurait permis à Mediapro peut-être de perdre de l'argent et d'être en difficulté sur les saisons suivantes. Le fait que 3 mois après le début du championnat, on en soit à parler de défaillance, sincèrement, en tout cas de notre côté, on ne l'avait pas vu venir. Merci messieurs, et merci de votre présence dans les dernières minutes de ce rythme d'audition, puisque cette audition va s'achever prochainement avec une remise du rapport le 15 décembre. Mais c'est bien parce que ça nous permet justement d'avoir des discussions un peu et de vous poser des questions telles qu'elles nous sont venues pendant ces auditions-là, des acteurs donc domestiques, on va dire, mais aussi avec ce comparatif, le président l'a dit, grâce aux déplacements qu'on fait, sachant que des fois lorsqu'on se compare, on se rassure aussi un peu, ou pas, mais en tout cas c'est toujours donc un enrichissement.
Juste, je reviens sur l'affaire Mediapro pour partir de ce point-là, et après on élargira le débat, si vous voulez bien, puisque sur le modèle économique en soi, hein, puisque vous avez compris, cette mission-là parle donc de droit TV, mais avant tout d'une composante principale du modèle économique des clubs de foot, qu'on peut déclarer télédépendant. Et en ça, donc, les réflexions sur la diversification des ressources et des recettes, et aussi une réflexion sur les charges, s'imposent naturellement comme prolongation déjà de cette explication de faits divers. J'avais remarqué une chose qui était de la part du président du PSG, Al-Khelaifi, qu'il avait demandé un audit à l'AFP, en conseil d'administration, et que sa demande donc n'a pas été suivie des faits. Je voulais savoir, et je crois que, je ne sais pas, mais alors peut-être que je n'ai pas l'information de savoir s'il était suivi par d'autres présidents, mais en tout cas, si quelle était la motivation à cela? Est-ce qu'il y avait des faits, des découvertes, des choses, en tout cas, qu'il aura appris ou pas appris, qui le motivait? Et quelle est sa réaction? Et quelle est la réaction, je veux dire, face à une absence peut-être d'audit, du coup, qui n'a pas été suivi? Je crois que ça n'a pas été suivi non plus. Donc, et on a interrogé la FFF, pour être tout à fait clair, sur lesquels donc, il n'avait pas non plus demandé un audit et ne voyait pas... en tout cas, donc forcément l'intérêt, je ne sais pas, Monsieur Génicaud, mais en tout cas, voilà. Et donc nous sommes contents, nous, de pouvoir en parler, non pas pour être enquêteurs, mais surtout pour pouvoir donc regarder globalement qu'est-ce qu'on peut tirer de cette situation et de ce fiasco. Alors, je vais peut-être répondre sur cette question. Alors, effectivement, il y avait un point qui avait été fait par notre président en sa qualité d'administrateur de la Ligue de football professionnel pour demander un audit sur l'ensemble du processus qui avait abouti à cette attribution à Mediapro et les conséquences après avec la décision de Mediapro d'arrêter de manière très rapide son contrat. Il faut préciser que, compte tenu de la position de notre président, il n'est pas membre du comité de pilotage sur l'ensemble de suivi du processus, mais il ne participe pas non plus aux séances du conseil d'administration lorsqu'il décide de suivre ou pas les recommandations du comité de pilotage. C'était donc notamment une des raisons qui avait motivé la demande de notre président de pouvoir procéder à un audit, n'ayant pas eu, bien entendu, compte tenu de sa position, accès à l'ensemble du processus. Après, il a été décidé par le conseil d'administration de ne pas donner suite à cette demande. Donc là, il faut voir avec la Ligue de football professionnel. Mais voilà la raison, enfin une des raisons pour lesquelles il y avait eu ce point qui avait été fait par notre président à l'occasion d'une séance du conseil d'administration de la LFP. Vous connaissez parfaitement, Monsieur Melero, le système d'organisation du sport français. Fédération, ministère, délégation. Alors maintenant, on ne parle plus de tutelle, on parle de contrôle par rapport aux fédérations, accompagnement même, on va dire dans la loi. Et subdélégation ensuite, avec les clubs qui sont détenteurs des droits, qui délèguent à la Ligue professionnelle de football la possibilité de commercialisation et de cession de ces droits. Donc, une série quand même de responsabilités en chaîne et de contrôle des acteurs. Est-ce que vous avez été surpris? Là, c'était une demande de votre président, que je trouve tout à fait légitime pour le coup. Est-ce que vous avez été surpris que d'autres acteurs, notamment ministériels ou je dirais les pouvoirs publics en général, ou même la Fédération française de football, ne soient pas à l'initiative d'un audit ou d'une enquête sur ce qui s'était passé à l'occasion de cet épisode Mediapro, bon, sachant que nous, on s'est emparé de cette question, j'espère qu'on va pouvoir éclairer enfin de façon satisfaisante les choses le 15 décembre quand nous rendrons public le rapport, mais est-ce que vous avez été étonné que d'autres ne le demandent pas cet audit? Difficile de juger des prises de position des autorités de tutelle, comme on va les appeler. Après, comme vous dites, il y a un mandat légal qui est donné par les clubs à la Ligue de football professionnel pour procéder à la vente centralisée. Donc, de toute façon, ce n'est pas une décision des clubs, c'est le cadre législatif qui organise cette modalité de commercialisation des droits audiovisuels. Après, il est vrai que c'est un processus très encadré, tant de manière législative que de manière réglementaire, qu'il est donc impossible de pouvoir entamer des discussions de gré à gré sans passer par un processus extrêmement contraint pour la Ligue de football professionnel.
Donc peut-être qu'il a été considéré que, dans la mesure où le cadre réglementaire et législatif était déjà très contraint, il n'y avait pas de raison de procéder à des demandes d'audit ou autres. Mais difficile de porter un jugement sur le fait que les autorités n'aient pas souhaité, hormis vous, bien entendu, d'aller sur ce sujet. Alors, il est contraint ou pas. Enfin, je veux dire, ça reste donc une mesure d'ordre général du droit européen sur la non-discrimination d'appel d'offres. Donc, ça reste quelque chose d'assez général. C'est pas spécifique au sport. On est bien d'accord. Donc, il y a un appel d'offres aussi. Ça reste un cadre d'appel d'offres, je dirais, d'un point de vue strictement économique. Donc, en ça, je veux dire par là que les niveaux de garantie, par exemple, les échelonnements de paiement, tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont législatives. Ce sont bien des choses qui sont décidées par les acteurs dans le cadre de l'animation de cet appel d'offres, où on a bien compris, et ça se passe comme ça dans les autres pays aussi, il y a un rôle assumé de créer et d'aller chercher absolument une compétition entre les acteurs intéressés et les candidats pour pouvoir donc maximiser la valorisation de ces droits. Ce que je veux dire, c'est parce que dans votre bouche, on entend que c'est très contraint, mais nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, c'est le droit européen qui prévaut, un droit, je dirais, tout à fait général. Alors, sur ce point-là, je vais reprendre une casquette que j'avais avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, puisque j'étais avocat chez Clifford Chance, qui a fait un nombre d'appels d'offres. Et donc, quand je vous parle du cadre législatif et du cadre réglementaire contraint, c'est l'ensemble des règles qui sont mises en œuvre par la législation française et qui amènent qu'on a des contraintes fortes en matière d'organisation d'appels d'offres. Un seul exemple, on avait vu un contentieux qu'il y a eu quelques années avec la Coupe de la Ligue, parce que la Ligue, à l'époque, avait voulu favoriser les chaînes de télévision en clair. La décision qui avait été attaquée par Canal+, à l'époque, Canal+ avait obtenu gain de cause parce que, justement, il avait été considéré que le cadre réglementaire n'avait pas été respecté. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un certain nombre de règles qui limitent la marge de manœuvre de la Ligue de football professionnel. Pour revenir au point économique que vous mentionnez, à savoir les garanties financières et l'échéancier de paiement. Là aussi, il faut se remettre sur l'histoire des appels d'offres de la Ligue de football professionnel. On sait avec quelles difficultés, à chaque fois, la Ligue de football professionnel a eu pour trouver un concurrent à l'opérateur dominant qui est Canal+. Donc dans l'histoire, ça a été TPS, ça a été Orange, ça a été BeIN. Donc voilà, à chaque fois, un nouvel acteur est venu. Et à chaque fois, il y avait un échéancier de paiement qui était historique et qui a été reproduit d'appel d'offres en appel d'offres. Donc la pratique a toujours été celle-là au sein de la Ligue de football professionnel. Ça ne veut pas dire qu'elle était correcte et qu'à un moment, il ne fallait pas la revoir. Néanmoins, voilà, l'histoire des appels d'offres démontre qu'on a toujours été sur un échéancier de paiement à peu près similaire à celui qu'il y avait dans le dernier d'appel d'offres. Après, en ce qui concerne les garanties, là aussi, c'était un point, je me rappelle très bien, dès l'origine, qu'on avait mis en avant. Il faut savoir que, compte tenu des montants en jeu, il est très difficile pour les opérateurs de venir fournir des garanties, a fortiori des garanties à première demande, compte tenu du coût attaché à ce type de produits financiers, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il y a après la garantie de la maison mère, et puis il y a la lettre de confort, qui est une lettre de confort et qui signifie que voilà, c'est juste un confort qui est donné, mais on voit bien derrière que pour la mettre en œuvre, il n'y a pas d'outils et de force juridique contraignantes pour aller vers ça. Donc il faut se remettre à la place de la Ligue de football professionnel qui a envie et qui souhaite attirer le maximum d'acteurs. Donc effectivement, avec des échéanciers de paiement, un panel de garanties qui est proposé dans l'appel d'offres, libre à chacun de décider d'octroyer ou pas ces garanties. Sachant que, et c'est pour ça que je reviens sur le cadre contraint, à la fin, ce n'est pas parce que vous avez un candidat qui vous a donné une garantie à première demande, par exemple, et un autre qui a donné une lettre de confort, que vous pourrez décider d'aller sur celui qui vous a donné la garantie à première demande, puisqu'à la fin, c'est le prix, avec un coefficient de qualité, mais enfin, à la fin, c'est le mieux-disant qui l'emporte. Donc, quand bien même vous auriez un acteur, je dis n'importe quoi, qui vous proposait 100 avec une garantie à première demande, mais à côté, vous avez un acteur qui vous propose 150 avec une lettre de confort, vous n'avez pas d'autre choix, sauf à survaloriser la garantie à première demande, que d'aller l'attribuer à celui qui vous a proposé 150. Donc ça, c'est le cadre général.
Après, il est vrai, donc c'est une pratique qui est faite par la Première Ligue et par l'UEFA, où on demande des avances, enfin des paiements en avance. Donc voilà, donc peut-être, là effectivement, il y a matière à réflexion pour faire en sorte que, à travers la sécurisation d'un pourcentage dès l'octroi des droits, voilà, de s'assurer que celui qui est attributaire a vraiment la solidité financière et la capacité, voilà, de pouvoir s'engager dans la relation contractuelle avec la Ligue de football professionnel. Alors, vous avez mis le doigt sur quelque chose qu'on a découvert à travers cette mission d'information. C'est déjà l'appel d'offres, qui est bien complexe. Alors, moi, je suis issu du milieu du conseil économique, d'investissement, etc. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, c'est la première remarque que je me suis fait. Mais après, effectivement, il faut rentrer dans le détail, il faut remettre les choses dans le contexte. On reste donc, et c'est là tout l'intérêt de cette mission, c'est-à-dire un équilibre entre la maximisation de la valeur donc, des droits, tout en ayant aussi un regard qualitatif sur l'exposition donc de ce spectacle vivant, sportif, au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que le principe, il y a un principe effectivement de réalité aujourd'hui économique du modèle sportif en France, c'est pour ça qu'on en parle. Maintenant, vous avez dit vous-même la qualité de la garantie. Je veux dire, quand on fait un investissement, il y a le prix et le risque. Le risque, il est notamment donc évalué au travers aussi d'une prise de garantie. On a découvert donc la répartition et la pondération dont vous parliez. La pondération des critères qualitatifs, elle est de l'ordre de 10% au global. Et dans ces 10%-là, la pondération de la garantie est de 10% elle-même. Ce qui veut dire que 10% de 10, ça fait 1%. Donc, et c'est effectivement, est-ce qu'on ne peut pas avoir, j'ai envie de dire, et là, ce n'est pas encore la loi qui doit décider, mais je dirais, déjà dans le principe même d'un investissement, se dire que quand même le niveau de garantie peut être davantage pondéré, sans compter aussi le niveau technique. C'est-à-dire, puisque ça fait partie aussi des 10% du critère qualitatif, c'est-à-dire la qualité de l'exploitation, quelque part, en tout cas, avec cet objectif d'exposition. Vous parliez vous-même, M. Blanc, du fait que le PSG participait au sport tourisme, c'est-à-dire qu'il provoquait des afflux massifs dans tous les autres stades de France, et je peux le constater aussi, et j'avais pu le constater aussi à nombreuses reprises à Nice. Mais ce que je veux dire, c'est... bon, voilà, à un moment donné, ça fait partie peut-être des allègements, mais je ne suis pas sûr que ce sont des contraintes réglementaires. C'est ça que je voulais dire, ou législatives, dont je voulais parler. C'est qu'à un moment donné, quelles sont les remarques que vous auriez pu faire? Et je suis tout à fait d'accord avec vous, et je crois que le président me rejoint là-dessus. On ne refait pas le match, là. On ne refait pas le match, et je vais dire ça, c'est des émissions qu'on laisse à d'autres qui peuvent être très intéressantes et divertissantes, mais là, on essaie donc de regarder devant nous et de lutter pour la compétitivité de nos clubs français. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut, malgré tout, une fois que vous avez dit ça, en plein vue d'un critère qualitatif, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour l'avenir, pour faire en sorte que la qualité en tout cas la garantie du candidat pour éviter ce risque de défaut financier, et avec associé quand même, et je me remets dans le contexte par contre, parce que c'est important d'avoir le contexte, c'est qu'on a eu peur d'un blackout, tout simplement, c'est-à-dire de ne pas pouvoir diffuser et voir le championnat en décembre, janvier 2021 être diffusé. Voilà. Juste ces réflexions-là, et puis après on pourra passer à autre chose, mais déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Juste un point, quand vous regardez la façon dont procède l'Angleterre pour ses appels d'offres, il y a beaucoup plus de liberté dans sa façon d'analyser les offres, puisque voilà, vous avez pris connaissance de la méthodologie, de la grille de pondération, de l'ensemble du processus. J'ouvre le qualitatif, je remets un huissier, enfin, c'est une procédure extrêmement normée. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, compte tenu des contentieux qui ont été nombreux sur les appels d'offres, ce n'est pas le premier, puisque là, il y a un nombre de procédures en cours. Dans toute l'histoire des appels d'offres, il y a eu nombre de contentieux, et dès l'origine, dès le premier, à savoir en 1999 avec TPS à l'époque. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure des appels d'offres, et avec le cadre législatif, le cadre réglementaire, les décisions de l'autorité de la concurrence, c'est de par ces règles-là, de ce corpus réglementaire, que la Ligue de football professionnel n'a pas eu d'autre choix que de préciser
dans sa méthodologie, dans son appel d'offres, dans un document chez huissier, comment est-ce qu'elle aboutit à décider voilà, d'une pondération du qualitatif, donc de 10% qui était manifestement sur cet appel d'offres, et de la façon dont elle va analyser. Si on veut donner plus de liberté à la Ligue de football professionnel pour justement dire voilà la garantie financière compte tenu de ce qu'on a eu à l'occasion de cet appel d'offres, de lui donner plus de marge de manœuvre, il faut à un moment, voilà, pour ça que je vous disais, que l'on puisse assouplir ce cadre réglementaire. Parce que l'ensemble de ce processus, il ne résulte pas de la volonté de la Ligue de football professionnel, bien entendu qu'elle serait il serait plus facile pour elle d'avoir plus de liberté pour engager des discussions et puis pour pouvoir évaluer plus facilement les offres qui lui sont faites, et notamment la qualité des offres financières. Mais aujourd'hui, je vous le redis, l'ensemble de ce processus, il résulte de l'application du corpus réglementaire qui encadre les appels d'offres, et qui n'est pas le cas en Angleterre, où, voilà, si vous avez eu accès aussi aux appels d'offres des Anglais, voilà, il y a aussi un dossier qualitatif, mais c'est à la libre appréciation de l'EPL de décider ou pas, voilà, d'octroyer en fonction voilà, de cette offre qualitative, mais sans un système aussi complexe de pondération que l'on peut avoir au sein de la Ligue de football professionnel. Oui, il y a quand même une contrainte de leur autorité de concurrence à un moment donné. Enfin, c'est la limite, elle est quand même, il y a quand même des limites. Moi, j'ai surtout trouvé en Angleterre qu'il y avait, j'ai envie de dire, besoin effectivement peut-être moins de réglementation, parce que des acteurs qui se sentaient très concernés ensemble sur l'exploitation de la Première Ligue, qui reste un produit donc économique, hein, particulier, mais sur lequel il y avait en tout cas des discours très engagés sur cette volonté commune d'apporter une valeur ajoutée donc à la valeur de leur championnat. Mais on a quand même donc, je veux dire, l'autorité de la concurrence, et puis également d'ailleurs on l'a vu en Espagne avec j'ai envie de dire, une décision de l'autorité de la concurrence en Espagne qui a contraint Movistar à devoir quelque part donc partager et ouvrir ses droits aussi à d'autres pour éviter une situation monopolistique. Justement, de ce point de vue-là, comment vous jugez-vous? Encore une fois, hein, c'est des avis qu'on vous demande. Mais justement, la situation un peu du paysage audiovisuel actuel. Alors, vous êtes effectivement concerné, puisque BeIN est, bien sûr, donc, partie prenante, on va dire, du PSG. Mais au regard de ce qu'on a pu découvrir à travers nos déplacements, de cette absolue nécessité et de cette association entre émulation, donc compétition entre les acteurs, et valorisation des championnats, c'est-à-dire la valeur de nos championnats, donc des droits TV. Sur ce point-là, ça dépend vraiment du paysage audiovisuel, et ça dépend du paysage audiovisuel à l'instant où vous faites l'appel d'offres. Et Dieu sait si le paysage audiovisuel bouge, et notamment en France, en fonction de l'arrivée et du départ de certains acteurs. On le voit même dans les décisions de l'autorité de la concurrence, où en fonction voilà, des acteurs en présence, elle va décider de revoir les règles. On l'a vu avec la décision de passer notamment de 3 à 4 ans, puisqu'à un moment, voilà, on était sur une limitation de la durée des contrats à 3 ans. On est passé sur une durée à 4 ans, ce qui a permis à cette époque d'Orange à Orange de venir sur le marché. Donc il est difficile voilà, de donner un avis sur ce sujet, puisqu'on l'appréhende en fonction voilà, du paysage audiovisuel à l'instant où on lance l'appel d'offres. Lorsque vous comparez avec le marché anglais, voilà, là, il n'y a pas un acteur dominant, il y a un acteur ultra dominant qui était et qui est toujours Sky, et qui a amené une décision de l'autorité de la concurrence anglaise. Donc, bien entendu, de rappeler les principes de transparence, de non-discrimination, mais qui a imposé à la Première Ligue anglaise d'avoir un minimum de lots qui ne pouvait pas aller chez Sky, si ma mémoire est bonne sur ce sujet. Mais là encore, c'était une décision de l'autorité de la concurrence anglaise par rapport au marché des droits télévisuels anglais, et avec le fait aussi, et je pense que c'est un élément et un critère important, que les droits de retransmission de la Première Ligue en Angleterre, c'est un droit, alors je ne vais pas dire premium parce qu'on dit, mais c'est un droit ultra premium, si je puis m'exprimer ainsi, pour ce marché de la télévision payante en Angleterre. Donc, tout ça pour vous dire que
on ne peut pas, nous, Paris Saint-Germain, avoir un avis sur la façon, parce que, voilà, ça, comme je vous dis, ça dépend du paysage audiovisuel à l'instant T. Et c'est un paysage qui, en particulier en France, est assez mouvant. Alors, non, mais je comprends. L'allongement de la durée du contrat de commercialisation, favorable, pas favorable et Ah bah, plus que favorable, puisque là, justement, ça va dans le sens de donner plus de liberté, plus de flexibilité. Un seul exemple, ce qui vient d'être commercialisé par la Première Ligue aux États-Unis, donc un contrat à 430 millions d'euros, on peut dire grosso modo presque la valeur des droits domestiques de la Ligue 1 pour une durée de 6 ans. Donc on voit bien, voilà, que, et notamment sur un marché où voilà, la rentabilité du produit nécessite un temps long et certainement pas la durée de 3 ans et la durée de 4 ans. On voit les limites. La preuve, peut-être que s'il y avait eu 6 ans, Mediapro n'aurait pas disparu. Mais ça, peut-être que je m'emporte sur ce point. Oui, peut-être rappeler également que le marché de la Ligue 1 au niveau télévisuel, il est en concurrence avec d'autres marchés. L'UEFA vend la Ligue des Champions sur des cycles parfois plus longs. La Première Ligue vient sur le territoire français. Donc la Ligue 1 n'est pas seule avec les acteurs de l'audiovisuel français au moment où se lancent les appels d'offres. Elle est aussi en concurrence avec d'autres produits footballistiques globaux. Et le timing de lancement des appels d'offres, au-delà de l'état du marché télévisuel au moment du lancement, dépend aussi de est-ce que le contrat Ligue des Champions vient rapidement en appel d'offres pour perturber mon marché. Et donc la décision de la Ligue, elle se positionne aussi par rapport à ça. Quand est-ce que les droits de la Première Ligue arrivent? Quand est-ce que les droits de la Ligue des Champions arrivent? Qui va faire son marché ces droits-là? Et est-ce que des diffuseurs français déjà bien servis avec du foot anglais, du foot espagnol et de la Ligue des Champions auront-ils encore de l'appétit et les moyens pour se positionner sur les droits de la Ligue 1? Donc cette flexibilité dont parlait Victoriano et que vous évoquiez sur le timing, elle est importante aussi parce qu'elle permet aussi parfois de se décaler sur le cycle suivant d'autres gros acteurs qui vont venir phagocyter des capacités d'investissement des diffuseurs français. alors là aussi, c'est une question de timing. Je reviens un peu à Manuel Agis sur l'investissement financier, peut-être boursier. Ça dépend quand est-ce qu'on achète, au son du clairon, au son du canon. Et je dis, si on était à 6 ans pour la commercialisation du dernier appel d'offres, ça aurait été rageant quand même. Figer une valeur à 600 000 euros après l'annonce donc de Messi, à cause de vous en plus, on aurait eu des regrets. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que cette question a été systématiquement posée encore une fois à tous les acteurs. Et par exemple, il y a une position de Real de Madrid qui est très claire, c'est non. Et pourquoi, en fait, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je partage avec vous, c'était l'idée de dire qu'eux sont forts dans leur tête. En tout cas, ils apparaissent comme très confiants sur le potentiel de valorisation de la Liga, qui vient de loin aussi, qui a connu une période très difficile, et sur le fait que, justement, c'est se donner des rendez-vous réguliers à date court pour confirmer ces niveaux de valorisation et de travail et de résultats sur les objectifs. Donc, c'est juste la petite remarque que je voulais faire sur le fait qu'on parle beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et c'est pour ça que j'arrive à cette question sur la société commerciale. Vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires. Je voudrais juste que vous nous expliquiez de votre point de vue quelles sont les attentes que vous avez sur cette société commerciale et qu'est-ce que ça va apporter selon vous donc à l'organisation des clubs de foot et la LEF. La société commerciale, c'est un peu le marronnier de la Ligue de football professionnel quand même, parce que c'est un sujet qui... Oui, tout à fait. C'est un sujet quand même assez récurrent et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas vu le jour. Je pense que une des motivations, c'est, à travers une structure commerciale, de donner plus d'agilité aujourd'hui à la Ligue de football professionnel. Je pense que c'est la première motivation. C'est ce qui a toujours motivé la volonté de la Ligue de football professionnel d'aller à travers une société commerciale, de se libérer des contraintes afférentes à son organisation, puisque déjà entre les clubs, il y a des débats, beaucoup de débats, nombreux, et on est toujours sur justement trouver le juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt particulier de chaque club. Chaque décision
qui a un impact économique, elle est regardée naturellement par chaque club quant à l'impact budgétaire qu'il y aura pour son club. Et donc, déjà, l'idée de mettre une société commerciale, ça évite d'avoir ces débats permanents entre clubs pour savoir comment les éventuels revenus additionnels seront partagés et comment faire le juste équilibre entre droits centralisés et droits des clubs. Donc, je pense que la volonté d'avoir une société commerciale, c'est vraiment la faculté pour la Ligue de football professionnel de se projeter, d'être plus agile, de pouvoir être plus réactif par rapport au marché. Jean-Claude le mentionnait quelques instants, aujourd'hui tout le monde parle des NFT. Voilà. Donc typiquement, ce serait un type de produit dans la société commerciale qui lui permettrait d'avancer beaucoup plus facilement, comme toute entreprise, plutôt que passer par ces arcanes internes de sa gouvernance, avec en plus non seulement les clubs, mais bien entendu les représentants des différentes familles au sein de la Ligue de football professionnel. Et puis il y a le deuxième élément, qui à l'époque n'était pas le cas, mais qui aujourd'hui est sur la table, qui est de permettre à un investisseur tiers de venir investir dans la Ligue de football professionnel. Donc ça n'existait pas au début, parce que je vous dis que c'était un marronnier, mais au début de ce marronnier, il n'y avait pas la volonté de lever du capital à travers la création d'une société commerciale. Mais aujourd'hui, compte tenu des difficultés financières que connaît l'ensemble de l'écosystème du sport et du football professionnel en particulier, et deuxièmement, compte tenu de l'appétit des investisseurs privés pour venir investir sur le secteur du sport en général, c'est une deuxième motivation qui permettra, là aussi, de donner un confort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est agile, on se met dans une vision, peut-être que ça passe par une stagnation des revenus, voire peut-être même une baisse. Mais si on veut préparer l'avenir, il faut pouvoir à un moment investir, se projeter, et l'arrivée d'un investisseur privé peut justement contribuer à aller vers cette philosophie. Peut-être, vous avez évoqué le sujet de la gouvernance, et que la société commerciale pouvait peut-être, je ne sais pas, j'ai cru entendre ça comme ça, une sorte d'évolution dans la gouvernance que vous souhaiteriez. Cette société commerciale, vous l'envisagez comment du point de vue de sa... Vous l'imaginez comment, vous, du point de vue de sa gouvernance et de l'évolution de sa gouvernance? Alors, aujourd'hui, de par le texte qui est en cours de discussion, c'est une filiale 100% Ligue de football professionnel avec une partie du capital, dont un pourcentage reste à définir, pourrait être octroyé à un investisseur privé. Donc, je ne vais pas revenir sur le fait que peut-être que ça serait mieux qu'on ait les clubs, puisqu'aujourd'hui, c'est la trajectoire suivie. Et compte tenu de ce que je vous ai dit avant sur les querelles permanentes, les discussions permanentes entre clubs, je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne décision que de décider que ça ne peut être qu'à travers la Ligue de football professionnel. Après, pour avoir cette agilité, il lui faudra un conseil d'administration restreint qui puisse justement avancer rapidement et donner, comme dans toute entreprise, le pouvoir de mettre un pouvoir décisionnel qui appartienne à la direction de cette société commerciale qui serait créée, avec un conseil d'administration qui joue son rôle comme dans toute entreprise, mais qui n'est pas aussi opérationnel qu'il peut l'être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il donne la vision, il donne la stratégie, après, à charge pour les dirigeants de cette société commerciale de la mettre en œuvre. Bon, cette mission, notre travail, on est pour la concertation, la co-construction. Bon, donc c'est pour ça qu'on est content en tout cas de participer et de faire vivre cette mission d'information. Donc tout ça pour amener mes questions, c'est, allez, vous avez la possibilité de participer activement donc à trouver des relais ou en tout cas des évolutions ou des mesures qui pourraient participer à la valorisation donc du championnat. Quels seraient les chantiers, à mon avis, et les mesures vers lesquelles donc vous encouragiez à regarder et à nous pencher? Large question. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, on vient de parler de la société commerciale, donc des droits collectifs. Donc, comment exploiter au mieux les droits collectifs? Je pense qu'il ne faut pas oublier les droits individuels qui restent chez chacun des clubs.
Et donc, on se concentre beaucoup sur comment créer de la valeur avec des droits collectifs, droits télé, droits médias, partenariat, sponsoring du championnat. Et puis, on discute de la répartition ensuite. Il y a tout un pan, en fait, d'économie des clubs qui dépend du club lui-même et qui dépend des revenus traditionnels des clubs. On parlait de la billetterie tout à l'heure. Gérer un stade, avoir la propriété de l'exploitation du stade toute l'année, si on n'est pas propriétaire du stade, on peut être propriétaire de son exploitation, ce qui est le cas du Paris Saint-Germain, par exemple, au Parc des Princes. On est l'exploitant exclusif de l'enceinte 12 mois sur 12 pour les 25 encore prochaines années, suite à un accord avec la ville de Paris. Les revenus de partenariats régionaux ou plus nationaux, l'innovation qu'on peut apporter sur les NFTs. Et donc, en fait, la solution n'est pas simplement dans la maximisation des revenus collectifs. Elle est aussi dans la structuration au quotidien et le travail au quotidien sur les revenus traditionnels, récurrents des clubs. Et vous parliez de la médiadépendance tout à l'heure. Peut-être que l'importance de ces contrats télé dans les dernières années pour les clubs, et peut-être qu'on passait peut-être trop de temps à discuter de sa répartition, plutôt qu'à passer du temps dans son club à se dire finalement, au-delà d'aller chercher quelques millions de plus dans la répartition, parce que je vais favoriser ce critère-là plutôt qu'un autre, est-ce que je suis capable, de manière récurrente, sur des choses que je domine totalement en tant que club, en tant que marque sportive de ma région, en tant que marque régionale ou marque nationale ou marque globale, est-ce que je fais bien tous les éléments que je dois mettre en œuvre pour maximiser ces éléments? Et je pense que pour l'avenir, ça reste vrai. Quelle qualité d'accueil dans les stades? On a des sujets sécurité récents qui sortent à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on met en place individuellement et collectivement pour assurer un spectacle familial de qualité en toute sécurité, match après match? Comment j'associe les entreprises de manière efficace, innovante à mon activité d'entraînement au quotidien ou de matchs réguliers. Et donc il y a un certain nombre de questions que les clubs doivent se poser pour se dire je suis capable en tant qu'acteur économique local sur les leviers qui sont à ma disposition de prendre les bonnes décisions, de bien structurer mon club et de générer ses revenus. Ensuite, sujet plus collectif, qu'est-ce qu'on fait collectivement puisque l'importance de ces droits médias est capitale. Encore une fois, je pense qu'une bonne réflexion sur quels sont les droits qui sont mis collectivement au sein de la société commerciale ou de la ligue, plus globalement, et qui va les vendre, et quels sont les droits qui restent à l'intérieur des clubs, ou ces droits qui restent à l'intérieur du club, finalement, le club il n'y a plus de répartition à discuter. Le droit qui reste dans le club en a 100%. Et donc, il y a toujours eu un effort ces dernières années du Paris Saint-Germain pour dire je mets le plus possible de mes droits individuels dans la collectivité pour générer le plus d'argent possible. On continuera à avoir cette ligne-là, mais notamment sur les nouveaux marchés tels que les NFTs, tels que les tokens, il est important que cette réflexion-là soit bien menée pour maximiser la valeur. Pas la peine d'aller générer 100 qu'on va diviser en 20. Peut-être que le club individuellement chaque club peut générer 10 tout seul et parfois créer une valeur à 200. Et donc la ligne de crête sera aussi qu'est-ce qu'on met dans la société commerciale ou dans le bien commun et qu'est-ce qu'on garde finalement individuellement au niveau des clubs et comment en tant que club nous nous organisons pour développer le plus largement possible ces revenus individuels dont les revenus restent à 100% dans le club. Juste pour illustrer ce que vous venez de dire, sur travailler, le club doit travailler lui-même sur sa qualité d'exploitation et l'optimisation de son exploitation. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en grande ligne en fait les proportions des recettes, que ce soit donc la part des droits TV, également les hospitalités, également ces nouveaux métiers, puisque vous avez évoqué les NFT, mais je pense aussi, vous avez une activité e-sport et je ne sais pas si elle génère, mais l'activité exploitation également, puisque vous êtes exploitant exclusif, juste comme ça, et après j'aurai une autre question, si vous avez... Alors, sans rentrer trop dans le détail, on parle de télédépendance, mais en fait, les revenus médias du Paris Saint-Germain, ça représente
à peu près un tiers de nos revenus. Un tiers des revenus sont générés par le stade. Hein. On a un stade de faible capacité par rapport aux grands clubs européens. Vous étiez à Munich hier, 60 000 places dans l'Arena, 48 000 au Paris Saint-Germain. Malgré cela, on arrive à générer 130, 140 millions d'euros de revenus de stade entre la billetterie et l'hospitalité par saison. En tout cas, cette saison. On espère qu'on va jouer en jauge pleine jusqu'au bout. C'est un autre défi qu'on aura. Le Bayern vient d'annoncer le huis clos pour ses prochains matchs en raison de la situation sanitaire. Donc l'impact serait fort à nouveau, mais et donc et je reviens au point, c'est-à-dire que entre revenus télévisuels, revenus médias plutôt collectifs, revenus de stade et revenus de partenariat, plus matchs amicaux, c'est en gros Paris Saint-Germain c'est un tiers, ce qui montre bien que voilà, il y a 2 tiers de vos revenus qui sont à votre main. Et qui dépendent de vos options stratégiques, de la qualité du travail que vous développez et de la manière dont vous organisez votre club. Donc le signal que je donnerais, en tout cas la recommandation avec beaucoup d'humilité, parce que tous les clubs travaillent bien, travaillent dur, mais c'est de ne jamais négliger les recettes, les revenus traditionnels des clubs. Et parfois le miroir aux alouettes des grands revenus médias à venir et à se répartir nous fait perdre des yeux des leviers qui sont directement à notre disposition. Donc vous l'avez dit, un tiers. Donc un tiers, notamment hospitalité et donc sponsor, partenaire. Voilà, ça c'est un point crucial. C'est comment est-ce qu'on fait et est-ce qu'il y a, je dirais, un accompagnement qui peut être fait au niveau des pouvoirs publics pour inciter davantage les entreprises françaises, et je sais à qui je le dis, quand je pose cette question-là, justement, à investir dans le sport français, de manière générale d'ailleurs, hein, mais particulièrement dans le foot, où on a vu que, effectivement, c'était un sujet pour quasiment tous les clubs, l'investissement, que ce soit en termes de sponsors, que ce soit donc de partenaires sportifs, mais également en termes d'actionnaires, donc d'entrepreneurs, on va dire, dans le foot français. Est-ce que vous avez, et vous avez certainement mené des réflexions, est-ce que c'est uniquement, vous pensez, la responsabilité du chef d'entreprise du club, ou est-ce que vous pensez qu'il y a, j'ai envie de dire, une forme d'accompagnement aussi pour impulser, peut-être à un moment clé à ces 3 ans des JO, c'est-à-dire d'un événement sportif majeur, où là encore, vous en dites que c'est le travail des clubs, et j'ai envie de dire au niveau local, et très local justement, et l'animation des clubs sur leur territoire. Je prendrais plutôt le problème à l'envers. Victor Hano n'hésite pas à compléter, bien sûr. Je pense que comment l'État, comment le pouvoir public peut aider. C'est difficile de penser que l'État va pousser des entreprises à dire investissez en tant qu'actionnaire ou en tant que partenaire dans le football. Je crois qu'il faut plutôt prendre le sujet à l'envers, de dire qu'est-ce que le football doit faire pour créer un environnement favorable qui va permettre à des entreprises leaders en France, à des décideurs économiques de dire cet investissement-là est juste, ce secteur-là est juste, et donc je vais y aller. Je reviendrai et peut-être que l'aide peut venir de là. Les enceintes sportives, elles sont déterminantes pour la qualité du spectacle que l'on propose, pour la sécurité du spectacle que l'on propose, pour l'environnement qui permette à une marque de venir s'exprimer ou d'accueillir des invités. Beaucoup de clubs ne sont pas propriétaires de leur enceinte sportive et beaucoup de clubs ne sont pas propriétaires, on va dire, de l'exploitation. Même si on n'est pas propriétaire des murs, on peut être propriétaire des revenus. Et parfois, être propriétaire des revenus du stade, ça suffit pour développer à moyen terme des stratégies intéressantes d'investissement dans l'infrastructure. C'est peut-être là un accompagnement qui peut être fait, de dire comment est-ce qu'en tant que club, je suis l'exploitant unique, l'exploitant 12 mois sur 12, puisqu'on parle beaucoup des recettes de match, droits télé, billetterie, mais
il y a des recettes aussi qui sont en dehors des matchs. Le non-match day, comme disent nos amis anglais, est important. Je citerai ce que nous faisons au Parc des Princes. Le mois dernier, il y a eu 40 séminaires différents en dehors des matchs d'entreprises qui sont venues utiliser le Parc des Princes comme un outil de motivation, de réunion, d'accueil de leurs clients. Et donc là où peut-être le pouvoir public peut aider, c'est de dire comment cette transition, comment permettre au club, encore une fois, pas forcément d'acheter les murs, mais de dire à la ville, est-ce que c'est vraiment la mission de la ville d'aller gérer en dehors des matchs un stade, d'aller gérer une pelouse, sans doute pas. Et donc comment je donne les moyens au club de dire, sur la durée, vous allez être propriétaire, l'exploitant unique à moyen terme, et c'est votre responsabilité en tant que club d'aller développer l'outil, d'investir dedans, sans avoir l'excuse de dire c'est pas chez moi, donc je peux pas bouger les murs parce que c'est trop compliqué et c'est pas chez moi. Non, et donc de les mettre en condition d'investir, de là à délivrer un spectacle de qualité au niveau sécurité au quotidien sur les matchs, au niveau qualité d'accueil dans les loges, dans les salons, pour permettre à l'économie locale de se retrouver autour du club. C'est peut-être à ce niveau-là qu'un accompagnement peut être fait. Et petite question complémentaire, qu'est-ce que vous répondez à certains acteurs qu'on a rencontrés, du côté de Madrid en particulier, et qui nous ont dit la valorisation des droits collectifs, elle dépend aussi de la qualité du spectacle sportif et du suspense que peut avoir aussi un championnat. Et quand il n'y a pas 2, 3, 4 équipes qui sont en situation de pouvoir l'emporter dans un championnat, on est un petit peu dans cette situation, même s'il y a des exceptions, hein, vous êtes bien passé pour le savoir. Du coup, ça peut avoir un impact à la fois sur l'affluence dans les stades, même si là aussi, pareil, le PSG contribue à l'affluence dans les stades, mais c'est pas le cas des autres clubs, on va dire, du championnat, et aussi sur le nombre d'abonnés, hein, sur un diffuseur en particulier. Donc cet intérêt pour la qualité du spectacle sportif, pour le suspense dans un championnat, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, quelque part, le PSG, avec sa domination sportive très, très importante, est-ce que ça n'a pas un effet? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous répondez aussi souvent c'est les mêmes acteurs qui disent que les moyens illimités sur le plan financier, entre guillemets, je mets illimités, bien sûr que je comprends qu'ils ne sont pas illimités, du club parisien, fait qu'aujourd'hui, ça a une conséquence inflationniste sur l'ensemble des autres clubs européens et qu'aujourd'hui, ça pose un problème tout simplement de régulation, globalement, hein, pas simplement de la masse salariale, mais des finances des clubs au niveau européen. Puis on reviendra peut-être après sur les questions de régulation. Alors, le point, c'est intéressant d'entendre le Real Madrid parler d'intérêt collectif quand on sait qu'ils prennent à minima 130, 150 millions d'euros, quel que soit le montant des droits TV. Non, c'est M. Tebas, c'est pas le Real Madrid. Donc, non, mais parce que vous le mentionnez, donc voilà, faut juste partir du principe qu'eux, ils ont 150 millions d'euros de garantie, quel que soit le montant des droits TV. Juste un point avant de revenir sur vos questions sur le point de l'investissement. Il y a une quatrième source de revenus qui est celle aussi de la vente de joueurs. Vous parlez de la qualité du spectacle sportif. Vous êtes grand amateur de football. Vous avez vu que cette saison, on a une qualité du spectacle sportif qu'on n'avait pas eu ces dernières années. Une des raisons, c'est que, compte tenu de l'atonie du mercato, les clubs français n'ont pas pu vendre leurs jeunes, notamment leurs jeunes pépites. Donc, une des mesures, vous nous posiez la question, quel type de mesure? Une mesure intéressante serait de voir comment peut-on faire pour que nos jeunes, alors que nous sommes le deuxième pays en termes de formation de jeunes et de joueurs, comment est-ce que l'on peut faire pour conserver ces jeunes et éviter qu'ils ne partent, même les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain, qui partent notamment au Bayern de Munich, comment faire en sorte que l'on puisse rivaliser avec nos concurrents européens et éviter que les clubs français, chaque année, de manière récurrente, ne vendent leurs jeunes joueurs. Donc il y a peut-être des dispositifs intéressants à réfléchir sur quel régime fiscal, social, on pourrait avoir vis-à-vis de ces premiers contrats professionnels pour garder nos jeunes et faire en sorte que, comme on garde les meilleurs joueurs sur le terrain, pardon.
Concrètement, c'est le niveau de charge sociale que vous avez par rapport au premier contrat professionnel sur un jeune joueur, par exemple. Non, alors, il y a l'allongement de la durée du contrat professionnel, mais il y a aussi les charges, enfin, le fait qu'il y a les contrats première embauche, etc. On va pas, mais quel dispositif fiscal, social on peut faire pour que lorsque vous avez un club allemand, on en connaît un certain nombre qui viennent se fournir en France en termes de jeunes joueurs, pour faire en sorte que le club français, et je ne parle pas du Paris Saint-Germain, je parle de Reims, je parle de Valenciennes, puisse faire des offres et sans peut-être s'aligner, mais puisse être vraiment en vraie concurrence avec les clubs, notamment et tout particulièrement allemands, pour préserver notre formation et donc ainsi préserver la qualité du spectacle sportif. C'était juste pour bien comprendre et préciser. Ça veut dire que là, c'est un régime d'exception fiscale, enfin sociale en l'occurrence ici, que vous demandez, pour des jeunes joueurs donc en centre de formation. Donc on comprend que c'est pour accompagner donc la réussite, enfin en tout cas les garder avec nous, avoir la faculté. Donc après sur le point par rapport à notre écosystème, l'inflation donc que vous avez évoquée, elle tient son origine au début des années 2000 avec la stratégie menée par un club avec les fameux Galactiques, je ne sais pas si vous vous rappelez, et qui va amener ce club sur une nouvelle dimension. Il avait une dimension sportive et historique, il va être amené sur une dimension de marque, telle que nous avons aujourd'hui cette stratégie, comme l'a exprimé Jean-Claude. Donc, cette stratégie et ce bouleversement de l'écosystème, il ne vient pas du Paris Saint-Germain, il ne vient pas de l'arrivée de nouveaux investisseurs, il vient de clubs qui étaient des marques célèbres et historiques, mais dans le carcan du monde footballistique, de devenir une marque globale à travers ces acquisitions de joueurs, les fameux Galactiques. Donc il faut bien se remettre dans ce contexte historique et ne pas s'arrêter au fait que Manchester City, puisque à chaque fois ce sont les mêmes clubs qui sont cités, ou le Paris Saint-Germain, ou Monaco, ont vu des actionnaires étrangers venir investir dans le football professionnel. Après, le point qui est important, c'est, comme je dis, ils viennent investir. Je veux dire, toute société, et aujourd'hui on le voit bien dans l'économie d'aujourd'hui, à un moment, il faut investir. Donc si vous investissez, ça veut dire que pendant un certain temps, vous allez peut-être avoir des pertes et commencer à avoir un équilibre au terme d'une durée d'investissement qui va dépendre du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Avec une particularité pour le football, c'est que l'équipe, elle est cyclique. C'est-à-dire qu'une équipe, c'est 4-5 ans, et qu'après, vous devez reconstruire, on le voit, chaque équipe, à travers l'histoire de ces performances sportives, elle va se renouveler. On parlait du Real Madrid, on le voit aujourd'hui, ils sont dans une phase de transition, après avoir mené ces stratégies qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, si on veut permettre l'émergence de nouveaux acteurs dans ce secteur, il faut nécessairement libérer l'investissement. Ce qui n'a pas été le cas, puisqu'au contraire, on a fermé l'écosystème avec le fair play financier, tel qu'il a été mis en œuvre il y a maintenant une dizaine d'années, avec comme argument principal qui était le risque de dette qu'il y avait à l'époque. Néanmoins, on a bien vu que si ça a permis de capturer partiellement ce sujet, puisqu'en fait on ne capture la dette qu'au niveau du club, mais en revanche tous les systèmes de financement, LBO et autres, ne sont pas du tout capturés par le système du fair play financier, on a vu que ça a eu une contrainte majeure, c'est que ça a permis au club historique de continuer à performer sur la scène sportive et donc de limiter très, 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 très fortement l'arrivée de nouveaux entrants. On a réussi, comme le dit souvent Jean-Claude, à mettre le pied dans l'entrebâillement de la porte, mais on était vraiment au dernier moment. Alors que la philosophie même, et là c'est une question de philosophie, c'est est-ce qu'on veut un écosystème fermé ? Donc en fait c'est une île fermée, et donc faire en sorte qu'on reste dans notre écosystème et qu'on ne permet pas à nouveaux entrants de venir pouvoir un jour avoir l'opportunité de vraiment concurrencer et d'espérer gagner des championnats, des coupes européennes, ou alors est-ce qu'on considère que c'est un secteur d'activité qui doit être ouvert aux investisseurs, tout en préservant ce qu'on appelle l'écosystème global avec
voilà, la faculté, même pour un club de milieu de tableau, de pouvoir espérer gagner. Et on l'a vu avec Montpellier, on l'a vu avec Lille. Pour finir avec ce point-là, vous avez mentionné le fait que le Paris Saint-Germain était dominant sur la scène domestique. Non, puisqu'on a vu Lille et on a vu Montpellier. Mais si vous regardez l'exemple des championnats européens, vous regardez le Bayern de Munich, vous regardez la Juventus de Turin, vous regardez le Real Madrid ou le Barcelone, mais enfin, on va dire que c'est un seul et même ensemble, je veux dire, ils sont ultra dominants. Je veux dire, comparé au Paris Saint-Germain, si vous regardez l'histoire des titres, ne serait-ce que dans ces 3 championnats, ils sont ultra dominants et beaucoup plus que nous le sommes. Et ils sont non seulement ultra dominants dans leur championnat domestique, mais aussi dans les compétitions européennes, puisque ce sont les clubs que vous retrouvez de manière récurrente dans le dernier carré, voire dans les derniers 8, depuis maintenant une dizaine d'années. La conséquence de leur domination sur le terrain domestique et la conséquence des contraintes mises en œuvre par le fair play financier au sein de l'UEFA. Juste sur, on enchaîne du coup sur la régulation, le sujet hard cap, soft cap, break-even. Moi j'ai appris plein de mots anglais là, avec nos voyages. Si on peut avoir votre avis sur les 3 points, parce que l'encadrement salarial est un sujet qui est arrivé très vite, notamment pendant le premier confinement, pour pouvoir donc, j'ai envie de dire, là aussi trouver des solutions très court terme pour consolider le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire continuer à faire tourner la machine. Est-ce que vous avez eu des négociations salariales? Parce que par contre, on n'en entend plus parler de salary cap. Encore, peut-être qu'on va avoir des annonces là, mais en tout cas, je pense que depuis 1 an et demi, on ne voit pas forcément... Alors, c'est de la négociation, hein, c'est du dialogue. Est-ce que vous avez ce dialogue-là avec vos joueurs? Est-ce que vous les avez entamés? Est-ce que du coup, ça a un impact quelque part sur aussi la rémunération des joueurs, les contrats des joueurs? Vous avez parlé d'NFT tout à l'heure. Alors, c'est non-fungible. Allez, je vais arrêter. Non-fungible token, pardon, excusez-moi. Avec le masque, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut y voir donc une source aussi? Et je me demande si j'ai pas lu que Léo Messi avait été pour part aussi rémunéré. Alors, je ne sais pas si c'est son transfert ou pas, ou si c'est rémunéré sous forme de NFT. Et voir si ça, ces NFT en particulier. Et juste reviens sur les NFT parce que vous avez largement évoqué ce sujet-là, mais c'est peut-être c'est la mission d'information, donc c'est bien de parler de cette nouvelle source. Est-ce que ces droits-là sont des droits qui sont des droits digitaux, on va dire, et est-ce qu'ils sont prévus dans l'exploitation collective des droits ou pas? Puisque j'y vois peut-être un dossier, j'ai envie de dire, qu'on avait pu traiter dans le cadre de l'évaluation de la loi Braillard sur le droit à l'image. Et notamment un dispositif qui a été et encore peu utilisé par le milieu du football. Alors, sur les discussions salariales, vous me permettrez de garder ces informations-là confidentielles au sein du club. On a bien sûr, comme toutes les entreprises et tous les clubs, été extrêmement vigilants sur la gestion de nos coûts depuis 2 ans et demi maintenant. La notion de salaire en a fait partie. Et on a assez peu partagé là-dessus sur les décisions que nous avions prises en interne et on souhaite continuer dans ce sens-là. Sur la deuxième partie, la dernière partie de votre question, les NFTs, les droits sont soit collectifs, et donc très clairement, vous mettez 5 joueurs ensemble d'une manière numérique, eh bien, les droits appartiennent au club. Après, il y a les droits individuels associés. C'est le joueur qui porte la tenue du club et qui représente le club. Donc là, vous êtes dans une discussion individuelle entre le club et le joueur sur est-ce que ce droit-là tombe contractuellement dans le contrat du joueur que vous initiez dès le départ, est-ce que ce droit est partagé, est-ce que ce droit revient dans le club, est-ce que ce droit, cet élément de droit individuel associé fait l'objet au cas par cas d'une discussion entre le club et le joueur et son entourage, ou bien le club décide d'ores et déjà, il impose dans le cadre de son contrat de dire ces droits-là, ils sont définitivement au sein du club et il n'y aura pas de discussion pendant la durée du contrat là-dessus. Donc nous, on a une stratégie assez claire là-dessus, puisqu'on veut continuer à innover. Et pour répondre à votre question, l'idée d'être pionnier innovant nous a amené à
à mettre en place des contrats autour de non-fungible tokens, des droits digitaux associés au club depuis 2 ans et demi. Et donc, on a donné de la lumière sur ce que nous faisions depuis 2 ans et demi en donnant finalement ce token, c'est un droit virtuel à participer à certaines décisions du club. C'est une sorte de socios 2.0, ce que nos amis espagnols ont mis en place il y a très longtemps. Et l'idée est de dire comment je donne une voix à certains de mes supporters qui ont envie de participer à des décisions. Et quel type de décision je mets dans ce panier commun où je vais leur permettre de voter. Donc c'est ce qu'on fait depuis 2 ans et demi, ça fonctionne. Et on a donné de la lumière à cet élément-là à l'occasion non pas du transfert, puisqu'il est venu sans aucun transfert, il était libre. Mais en tout cas, dans son package salarial, on a intégré un nombre significatif de Paris Saint-Germain token, c'est-à-dire de ces droits individuels de vote qui ont la particularité d'avoir une valeur sur le marché, puisqu'ils sont tradables sur le marché. Ce n'est pas une monnaie, on ne peut rien acheter avec. On peut juste voter, mais on peut aussi le revendre à d'autres qui vont y voir une valeur plus importante demain qu'aujourd'hui. Et donc ces avenues-là, qui sont aujourd'hui des lignes qui commencent à être intéressantes, des lignes de revenus qui commencent à être significatives quand on s'en occupe bien, sont sans doute un territoire de développement pour les franchises sportives, parce que ça permet, d'associer les fans, de rendre cette association un peu ludique, puisque c'est comme une action, ça monte et ça baisse en fonction des résultats du club, en fonction des joueurs que vous faites venir. Et puis ça permet surtout de voter, de dire voilà, la décoration du stade, la couleur du bus, le maillot dans 2 saisons, on a envie qu'il soit plutôt comme ci, comme ça. Et donc le club propose des choix et les détenteurs de ces tokens peuvent voter. Ce côté numérique est extrêmement intéressant pour voir comment la dématérialisation est relayée par les plateformes du club numérique, cette association au club, comment un fan chinois du Paris Saint-Germain peut dire moi je m'associe, je suis directement lié intimement à ce club parce que je participe à quelques décisions. On a envie de le faire, donc ça crée ce lien, et puis ça crée aussi de la valeur pour le club. Donc un sujet intéressant, vraiment à défricher au niveau des droits, comme vous le soulignez. Où sont vraiment les droits individuels, collectifs, à la ligue, dans le club, avec le joueur, et comment est-ce que ce droit-là, au-delà de simplement générer des profits éventuels supplémentaires, permet surtout de lier encore plus le fan au club et à lui permettre d'être associé à certains niveaux de décision. Je vous laisse compléter sur l'encadrement salarial, c'est ça, sur les... Donc sur ce sujet-là, donc effectivement, il y a des discussions qui ont été initiées il y a maintenant plusieurs mois sur une révision du fair play financier. Notre approche a été et est toujours de s'inspirer du modèle français, c'est-à-dire que s'assurer que l'investisseur, l'actionnaire a les moyens financiers de faire face aux finances du club. C'est-à-dire que si il décide dans sa stratégie d'investissement qu'il va partir avec des déficits pour 1 saison, 2 saisons, la DNCG s'assure qu'il a les fonds nécessaires pour suivre cette politique. Ce n'est pas du tout la philosophie du fair play financier, puisque vous avez mentionné l'un des acronymes, le fameux break-even, qui est aujourd'hui en vigueur dans le cadre de la réglementation actuelle et qui constitue un frein, et un réel frein, à l'investissement et à la capacité de pouvoir investir dans ce secteur. Donc nous, on pousse depuis toujours pour la fin du break-even. Vous dire que que nous y arrivons serait vous mentir, puisqu'effectivement il y a un certain nombre de résistances de la part d'autres acteurs de notre écosystème, poussés par différentes considérations. L'une d'elles, c'est
je pense, préserver l'oligopole qui existe aujourd'hui dans notre secteur d'activité, puis aussi parce qu'ils ont des contraintes propres à leur organisation et à leur législation, le système des socios en Espagne, le système 51-49 tel qu'il existe en Allemagne. Néanmoins, on est dans un système européen, chacun avec ses différences et ses particularités, et on ne peut pas avoir un système global européen uniquement guidé par les contraintes inhérentes à chaque pays. Pour preuve, le fair play financier aujourd'hui est un système totalement inéquitable, ne serait-ce que par les poids des charges sociales et fiscales françaises. Aujourd'hui, juste un chiffre, 180 millions d'euros payés chaque année par le Paris Saint-Germain en termes de charges sociales, salariales, patronales et d'impôts sur le revenu. Donc, si vous comparez ça à ce que paye un club allemand, je veux dire, la différence est juste. C'est pas un fossé, c'est la faille de San Andreas telle qu'il y a entre le Paris Saint-Germain d'un côté et les clubs allemands de l'autre. Donc, nous, et là-dessus, on a des discussions en cours pour faire en sorte que, voilà, dans le mot, voilà, dans cette règle, il y a fair play, que ça soit vraiment fair. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas et ça constitue notamment une des faiblesses, une grosse faiblesse juridique quant à l'inéquité du système mis en place. Qu'on puisse par exemple prendre en compte une modulation en fonction des systèmes fiscaux et sociaux en vigueur dans chaque pays. Voilà. Absolument, c'est une des pistes sur lesquelles on travaille. Une des pistes sur lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est celui du salary cap. Alors c'est un indicateur qui existe aujourd'hui dans la réglementation du fair play financier, mais c'est juste un indicateur qui n'a aucune contrainte associée au respect ou non de ce critère. Donc il y a la volonté poussée par l'UEFA de mettre en place ce système pour le nouveau fair play financier. Donc quand on dit nouveau fair play financier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'appliquera à partir de 2024-2025, puisque là on a commencé un cycle et l'UEFA a pour pratique de caler son cycle réglementaire sur son cycle économique. Donc à chaque fois des cycles de 3 ans. Donc là, les discussions sont en cours sur ce salary cap. Après, si on veut mettre en place un salary cap, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la logique du salary cap tel qu'il existe aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous ne vous conformez pas au salary cap, vous avez une sanction financière qui va avec. Ça vous permet déjà, lorsque vous êtes investisseur, de pouvoir anticiper le fait que vous êtes en train de construire une équipe et que la conséquence, dans un premier temps, va être que vous allez être en manquement par rapport à ce ratio, mais de savoir que ça va vous coûter tant et vous permettre de construire l'équipe. Parce qu'à un moment, on dit toujours, voilà, vous générez des revenus et après on verra. Mais c'est le contraire. Je veux dire, un club, quel qu'il soit, il se construit d'abord par l'attractivité que vous avez sur le terrain. Donc le groupe de 20, 25 joueurs que vous avez et les résultats sportifs qui vont aller avec. Et à partir de là, vous rentrez dans un cercle vertueux qui va faire que vous pouvez attirer des marques, à un prix supérieur, vous pouvez augmenter vos recettes de billetterie, etc., etc. Mais pour commencer, faut-il encore avoir les joueurs qui sont à même d'avoir les performances sportives et de vous emmener dans ce cycle économique. Donc aujourd'hui, les discussions sont toujours en cours. On est quand même dans un contexte économique extrêmement compliqué compte tenu des effets de la crise du Covid. Donc on va voir, et donc l'UEFA réfléchit, elle avait déjà mis en place des ajustements pour nous permettre d'avoir des ajustements financiers dans les règles du fair play financier, parce que sinon l'ensemble des clubs, exception faite de 2 peut-être clubs allemands, l'ensemble des clubs européens, mais je dis bien l'ensemble des clubs européens, ne pouvaient pas être en conformité avec le fair play financier. Donc pour conclure, nous on est vraiment dans une approche de dire, voilà, inspirez-vous, même prenez le modèle français, où vous vous assurez de la solidité et du fait que lorsqu'un investisseur vient, il a un business plan et quand bien même il va présenter des déficits pendant quelques années, il a les fonds nécessaires pour y faire face. Et en parallèle, mettons en place un salary cap avec des sanctions financières clairement identifiées si vous êtes en manquement. Donc aujourd'hui, nous sommes sur ces discussions. Néanmoins, je pense qu'il nous sera difficile d'aller vers cette révolution, puisque c'est vraiment une révolution par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Néanmoins, on devrait pouvoir obtenir
et notamment pour les clubs français qui subissent cette différence voilà, de système de charges et de fiscalité, au moins de rééquilibrer un peu l'inéquité et le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui. Oui, de tenir compte donc je dirais, d'une compétition et d'une équité entre guillemets fiscale. Bon, sachant que ce sujet-là, c'est un sujet qui concerne le sport aujourd'hui, mais qui concerne donc beaucoup d'entreprises, quel que soit le secteur, en compétition au niveau européen. Et il est vrai que c'est toute la difficulté en fait lorsqu'on traite, je trouve, ce problème ce sport, le sport d'une manière générale, c'est que c'est pas un bien comme les autres, un peu comme la culture. Et justement, peut être frappé. Il n'y a pas de définition du modèle sportif européen. Il y a aussi, je vais dire, qu'est-ce que vous pensez justement de cette interprétation très économique en fait du sport avec, je dirais, un droit de la concurrence européen qui est très présent pour un bien qui n'est pas forcément donc comme les autres, parce que là, les discussions qu'on a, on est d'accord que vous parlez d'un encadrement au niveau européen, enfin je dirais une législation qui s'impose à tous les clubs européens. Mais est-ce que vous pensez que politiquement justement il n'y a pas aussi une nécessité à pouvoir mettre donc aussi les pays autour de la table pour s'entendre sur un modèle sportif européen? Alors ça, c'est une vaste question, puisqu'elle fait l'objet de nombreux débats. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, le sport n'est pas considéré comme un secteur spécifique avec un traitement particulier, comme l'est la culture. Vous faites le parallèle avec la culture, c'est intéressant, puisqu'en fait, on compare souvent le secteur culturel avec le secteur sportif. Juste la différence, c'est que le secteur sportif est fortement contributeur aux finances de l'État, alors que le secteur culturel, au contraire, bénéficie d'un régime économique beaucoup plus favorable que le sport aujourd'hui. Je vous ai juste mentionné le montant des charges sociales auxquelles le Paris Saint-Germain est assujetti. N'oublions pas, par rapport à la discussion qu'on avait sur les droits audiovisuels, je veux dire, le football professionnel, avec la taxe Buffet, 5%, contribue au financement de l'ensemble du sport français. Le football professionnel, à travers 2,5% du montant des droits bruts audiovisuels, finance la Fédération française de football. 1% du montant des droits bruts, la Ligue de football professionnel finance le syndicat des joueurs professionnels. Et j'en ai encore d'autres. Donc, il ne faut pas oublier, voilà, on se focalise souvent à des montants effectivement très importants en termes de salaire de joueurs, mais il faut le mettre aussi en parallèle avec les chiffres d'affaires que nous générons. Mais je pense qu'il n'y a pas un seul secteur d'activité où, si vous ramenez le chiffre d'affaires au montant des prélèvements sociaux, voilà, le pourcentage est très certainement le plus important, quelle que soit l'entreprise. Alors, je ne dis pas qu'il faut revoir le système de charges sociales, fiscalité. C'est juste un constat. Et je pense qu'il faut ne pas l'oublier lorsque on réfléchit à savoir si doit-on ou pas inscrire le sport comme une spécificité et qui donc lui permettrait de s'affranchir de certaines règles en termes notamment de droit de la concurrence. Je pense que si on fait ça, on peut avoir le risque d'appauvrir l'ensemble du système. Parce que, comme je vous le disais, c'est un système fortement contributif. Donc, à partir du moment où on va en faire un système spécifique, le risque, c'est qu'on va lui mettre des règles et des contraintes qui ne vont pas lui permettre de continuer à se développer et donc de continuer à avoir cette théorie du ruissellement qui fait que le sport professionnel, et le football en premier lieu, à travers son activité, à travers son innovation, à travers le spectacle qu'il fournit, permet de financer l'ensemble du système français, mais du sport en général. Ce qui est valable en France est aussi valable en dehors de nos frontières, un peu moins parce qu'il n'y a pas un système aussi contributif tel qu'il existe ici. Néanmoins, même dans les autres pays européens, on a aussi cette théorie du ruissellement qui existe. Alors, pour ma part, j'avais une dernière question qui amène donc qui fait le lien avec une table ronde qu'on va avoir en fin de journée avec les acteurs US. On parle beaucoup, et vous avez évoqué notamment le salary cap, qui est une mesure qui est utilisée ici
par le rugby, enfin en France, mais qui est surtout donc importé du modèle américain. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres inspirations qui pourraient être selon vous transposables au modèle français? On peut penser notamment donc, je sais pas, l'organisation du jeu sur les playoffs, avec système de province, de choses comme ça, et également donc bon, la draft, hein, peut-être pas, en tout cas quelque chose qu'il faudra bien organiser ici en France, mais est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous regardez vous-même, tiens, en tant que gestionnaire de votre club déjà, ce qui se passe aux États-Unis, et qu'est-ce que, en termes aussi d'audiovisuel notamment, des choses qui pourraient éclairer notamment et nous permettre d'intervenir cet après-midi plus efficacement sur la table ronde? Je pense que c'est assez difficile de transposer des règles nord-américaines à des règles au marché européen, parce que les sports sont structurés différemment, ligue fermée, salary cap, répartition, c'est étonnant d'ailleurs, répartition des droits télé très égalitaire entre les franchises. Pour un système qu'on perçoit comme très capitaliste, on s'aperçoit que ce mécanisme-là et la draft sont des sujets régulateurs du niveau entre les équipes, le tout vraiment sécurisé par le fait que personne descend. À la fin, pas tout le monde gagne, mais en tout cas, personne ne perd et personne ne descend. Donc difficile de transposer. Nous, on est assez vigilants des modèles américains. On est assez vigilants sur la qualité d'accueil dans les stades, sur la qualité du spectacle, sur la qualité d'équipement, du service proposé, de la billetterie dématérialisée, de la relation créée avec les fans. Et on s'en inspire beaucoup, et on s'inspire d'autres sports européens et des sports américains pour lesquels on va dire le suivi, la gestion du spectateur, du fan en tant que potentiel consommateur est plutôt bien faite. Donc on apporte une limite, parce que nous, on a avant tout des supporters, on souhaite les traiter en tant que fans, mais en tout cas, les mécaniques économiques, notamment au niveau des stades, sont extrêmement intéressantes à regarder. Après, importer d'autres choses des ligues nord-américaines, pour ma part, je pense que culturellement, c'est tellement défini. On l'a vu au moment de la Super League. C'est au moment où il y a un cap à passer. Ce cap, il passe pas en Europe. Et il y a des réactions de tous côtés. Et donc, je vois cet apport-là assez limité. Non, mais comme le disait Jean-Claude, en fait, on ne peut pas prendre... Par exemple, voilà, le système de draft, c'est soit on prend l'ensemble du système nord-américain, et là on remet en cause totalement le modèle européen du sport. Mais aller au-delà, je pense, et comme disait Jean-Claude, c'est pas dans la philosophie aujourd'hui qui existe. Donc ça me paraît pas possible aujourd'hui de prendre des bouts du système américain, alors avec la réserve par rapport au salary cap, parce que cela est inspiré du système nord-américain. Après, sur le format. Vaste question là encore, on l'a vu, les débats ont été longs sur le passage à 18. Le débat existe encore sur la Ligue 2. Je crois que c'est l'UNFP qui s'est prononcé ce matin, qui a fait valoir un sondage auprès des joueurs qui était de demander pourquoi la Ligue 2 voulait passer à 18. C'est pas évident. On a vu, vous avez évoqué le système des playoffs, ça a été mis en place, je crois, en Belgique, mais ils en sont venus. Il y a quand même la tradition du championnat. Un championnat, ça se joue alors à 20, à 18, à 16, je ne sais pas, mais ça se joue avec un certain nombre de clubs. Et à la fin des matchs aller-retour, en tout cas dans le football, ça a toujours été comme ça. Et dans tous les grands championnats, c'est comme ça. Et à la fin, celui qui a le plus de points, c'est celui qui gagne. Donc, aller sur un système de play-off, ça me semble trop disruptif par rapport aujourd'hui. Et on l'a vu avec la Super League, hein, le mouvement de contestation générale contre ce principe de Super League. Voilà, si on venait à bouger le système classique du championnat, je pense que il y aurait trop de résistance aujourd'hui par rapport à la façon dont on est organisé. Néanmoins, de réfléchir au nombre de clubs, donc aujourd'hui 20, demain 18. Là, je pense qu'il y a matière à réflexion, mais il faut aussi penser à l'ensemble de l'écosystème. Parce que si vous me demandez, nous, Paris Saint-Germain, effectivement, plus je réduis,
moins j'ai de matchs au niveau domestique, j'ai plus de temps pour me préparer pour mes compétitions européennes. Allons jusqu'au bout. J'ai plus de temps aussi pour aller faire des matchs de gala, pour faire des tournées, donc pour générer plus de revenus pour le club. Néanmoins, ça c'est l'intérêt particulier du Paris Saint-Germain. Il y a les autres clubs qui ne sont pas européens, qui n'ont pas la capacité de faire des tours. Donc je veux dire, limiter le nombre de matchs domestiques, c'est quelque chose que je comprends, ils ne peuvent pas accepter, c'est bien légitime. Donc si on doit réfléchir à ça, il faut voir comment ces clubs-là peuvent continuer à travers une autre compétition nationale, par exemple. Mais voilà, il faut préserver l'équilibre général. Donc on ne peut pas dire, voilà, nous, Paris Saint-Germain, on va aller pour voilà, une réduction du nombre de clubs, parce que là, en revanche, voilà, on met à mal très sérieusement l'ensemble du football français qui n'aurait pas voilà, les moyens que nous avons, nous, d'aller générer des revenus supplémentaires si on venait à diminuer le championnat. Bon, sachant que ce n'est pas une tendance forcément dans les autres pays, hein, puisque vous avez vu qu'en Espagne, ils sont arc-boutés sur le nombre. Ça fait une autre différence avec Javier Tebas, Voilà. qui vous conseille de ne pas gagner un championnat à plus de 90 points aussi. Donc essayez de ne pas être... Là, vous êtes déjà à 40, c'est pas bon. Et Javier Tebas, justement, nous faisait une démonstration qui était intéressante, qui partit du principe, en fait, que c'est ce qu'on disait au début, hein, la valorisation d'un championnat n'a quelque part rien à voir avec la qualité des joueurs qui font partie de ce championnat. Ça serait, sinon, je pense qu'on... En tout cas, pas que. En tout cas, lui, il explique pas que. Et on peut lui donner raison aujourd'hui. Comment on peut expliquer la valorisation d'un tel championnat de Ligue 1 au vu donc des talents qu'on a su attirer donc, et vous en êtes, je dirais, un des facteurs d'attraction, pardon, je cherchais mes mots. Mais voilà, donc et il insistait en fait sur le fait que c'est important que le championnat ait lieu et se déroule sur 10 mois plutôt que 9. Pourquoi ? Pour une logique économique, mais c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que je ne l'avais pas forcément entendu ailleurs, à savoir qu'il y ait, je veux dire, une fidélisation qui se fasse dans le temps et un lien qui soit le plus longtemps possible entre donc, le téléspectateur, fan, supporter de son club et le club. Et effectivement, le fait de réduire le nombre de clubs participe donc à moins de journées de championnat, donc à réduire la durée du championnat sur 9 mois au lieu de 10, ce qui peut être aussi un moyen de moins grande fidélisation pour je dirais un candidat, un opérateur. Mais là, on parlait d'une situation en Espagne où il s'agissait d'opérateurs effectivement donc triple play, etc., qui n'est pas forcément donc le modèle des candidats. Mais ça, c'était juste pour, je ne sais pas si ça amène une remarque de votre part, mais c'était juste pour faire, peut-être. Non, mais ça reprend le point de tout à l'heure, de dire le championnat espagnol, il est en compétition avec d'autres compétitions de football qui viennent être diffusées sur le territoire espagnol. Donc il n'a pas tort de dire, plus je garde ma fidélisation le plus longtemps possible et mon feuilleton, ma série Liga, plus elle dure, plus je suis content parce que je fidélise. Après, petite remarque quand même, la Liga, ils ont eu un effet d'aubaine et une bonne opportunité. Ils ont vendu leur championnat, notamment à l'étranger, pour plusieurs années, à un moment où ils avaient Messi, Neymar et Ronaldo dans le championnat. Je ne pense pas que M. Tebas il ait remboursé ses diffuseurs une fois que les joueurs étaient partis, même si les diffuseurs ont quand même levé le doigt pour dire c'est peut-être pas le produit qu'on a acheté. Donc il a bien manœuvré sur cette partie timing de négociation pour sécuriser pour plusieurs années, une valeur sur des acteurs qui étaient là à ce moment-là. Ce timing-là, à nous de le recréer en France sur le prochain cycle pour profiter des grands joueurs qui sont là et se dire à quel moment démarrer la discussion dans le format société commerciale ou pas sur le prochain cycle de droit télé collectif pour se dire allons maximiser l'intérêt qui existe aujourd'hui sur la Ligue 1 qui n'est pas payé à la qualité des joueurs présents pour les raisons qu'on a évoquées depuis un peu plus d'une heure, mais qui mérite de l'être. Et donc, il y a sans doute une fenêtre d'opportunité, si on prend les bonnes décisions de timing, de quel format d'appel d'offres, à quel moment le fait-on, et sur quelle durée, pour aller chercher chez les diffuseurs nationaux et étrangers le fait d'avoir quand même des joueurs extraordinaires qui jouent en ce moment sur les pelouses de Ligue 1. On le voit par les étrangers qui viennent au Parc des Princes régulièrement, par l'enthousiasme que ça génère. À nous, puisque ces joueurs-là ne seront pas éternels dans le championnat de France, à nous de saisir cette fenêtre d'opportunité et de prendre des bonnes décisions collectivement pour aller maximiser les revenus futurs. Alors,
Ça, c'est le supporter de l'OGC Nice qui vous parle, donc vous enlevez la casquette de député, bien que député d'un territoire. Le score ce soir, votre pronostic, puisque les Niçois montent à la capitale. Je pense que ça va être un match très disputé par la qualité des deux coachs, par la qualité des effectifs, par le travail de qualité qui est fait par le GC Nice depuis plusieurs années. Et donc, je ne vais pas me risquer un pronostic. On ne perd pas souvent au Parc des Princes. Je pense que les Niçois viennent pour gagner. J'en suis convaincu. Je connais bien leur coach et le président du club et toute la structure. Donc, ça va être un match disputé et donc jugement de paix ce soir vers 23h. Moi, je vais vous le dire, hein, c'est le même score qu'il y a eu, mais à Geoffroy Guichard dimanche. Et pour le PSG, cette fois-ci, contre Nice. Voilà. Bon, on en parle demain surtout. Merci beaucoup, messieurs, monsieur Blanc, monsieur Mellero, pour votre disponibilité jusqu'à 13h30 et puis toutes les réponses très précises que vous avez apportées à nos questions. Merci beaucoup.